Vous êtes bien équipés en tout cas. Bah écoute, c'est notre salle de tournage. On va changer la déco incessamment sous peu. Ah, parce que c'est le fond de toutes les capsules vidéo ? Ouais, Non. si, D'accord. c'est le fond des vidéos. Alors c'est fou parce que j'ai reconnu directement le nom de Antoine Desrosières, j'ai bien prononcé ? Oui, c'est bien ça. Je l'ai reconnu direct parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais vu Aramiste. Mais c'était il y a quoi, 3-4 ans, 3 ans ? C'était il y a 4 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans. T'avais déjà travaillé avec lui à ce moment-là ? Oui. Alors, j'avais pas fait le tournage avec lui, mais tout ce qui est écriture et recherche dramaturgique, etc., j'étais dessus. Super, on va en parler du coup. Ok. Anne-Sophie Nanki. C'est bien ça. Je prononce bien. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Je m'appelle Clémence Bodoc et je suis extrêmement heureuse de pouvoir tendre mon micro à Anne-Sophie Nanki. Elle est co-scénariste du film À genoux les gars, présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. J'ai vu le film, il m'a bouleversée à bien des égards et je suis très fière que mademoiselle.com soit partenaire de sa sortie en salle le 20 juin prochain. Je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé, mais si vous êtes un annonceur et que vous voulez sponsoriser ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Un dernier mot. À l'heure où j'enregistrais cet entretien avec Anne-Sophie Nanki, le film À genoux les gars était en cours d'examen par le CNC, le Centre national du cinéma, pour décider de l'âge minimum auquel le film serait soumis. En effet, il présente des scènes de sexe très explicites et très graphiques, y compris une scène d'agression sexuelle. Depuis, la décision du CNC a été rendue. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Voilà pour le contexte de notre discussion. Si tu aimes ce podcast, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Abonne-toi à Sois gentil, dis merci, fais un bisou sur ton appli de podcast ou sur la chaîne YouTube dédiée si tu préfères. Merci et bonne écoute. Bonjour. Bonjour, Anne-Sophie Nanki. Oui. Merci beaucoup d'être venue me répondre dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Tu es la co-scénariste du film À genoux les gars. Tout à fait. Qui a été présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard. Exactement. Et que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir en projection presse. Et alors, je voudrais que tu le présentes, que tu le pitches. Et je te dirai après comment moi je le pitcherais. Ouais. Très bien. Donc c'est bien simple en fait. À genoux les gars, ça raconte l'histoire de Yasmina et Rim, donc qui sont 2 jeunes sœurs et qui à l'âge de la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, donc 17-18 ans, vivent leurs premiers émois sentimentaux sexuels avec Salim et Majid, qui sont 2 meilleurs potes. Il se trouve que la grande sœur Rim part en voyage scolaire et alors que Yasmina avait juré à sa grande sœur de ne pas voir les garçons au nom d'une solidarité qui voudrait que pas nécessaire qu'elle voie plus son mec vu que sa sœur verra moins le sien et en pâtira, elle cède quand même aux appels de son petit copain, va en soirée avec lui et la soirée dérape suite à une pression, un chantage, etc. Son petit copain obtient d'elle qu'elle suce son meilleur ami. Ça a l'air très absurde dit comme ça, mais toute cette pression, cette culpabilisation ne lui laisse finalement pas le choix, et c'est là que le film bascule dans un chantage, un harcèlement, etc. Je précise quand même que le film est une comédie qui part de non pas de ce fait divers, mais de ce témoignage-là sur lequel on est tombé avec Antoine et qui le traite qui traite de ce sujet grave, sérieux, préoccupant et omniprésent, quelles que soient les classes sociales, les origines ethno-religieux, réelles ou supposées des uns et des autres, qui frappent vraiment tout le monde, quoi. Et à travers ce sujet-là, on a vraiment essayé d'explorer tous les aspects de ce que peut être le consentement, le non-consentement dans ce dispositif où, au final, elle dit oui, mais elle dit oui après 3/4 d'heure de lavage de cerveau, de chantage, de mensonges, donc voilà. Voilà ce que ça raconte un petit peu. Ça raconte énormément de choses sur les relations hommes-femmes. J'ai un peu dépassé l'exercice du pitch là. Ah non, mais bien, oui. Et alors je rebondis dessus parce que donc Kalindi, qui est la chef de rubrique ciné-série sur Mademoiselle et qui avait vu le film en projection presse avant moi, compte tenu de effectivement la surprise que représente le fait de parler d'agression sexuelle, de parler d'agression sexuelle dans un format de comédie. Effectivement, quand tu pitches le film, ça commence par ça parle de relations entre sœurs, de relations amoureuses, de découverte de la vie sentimentale, et bam, viol.
Et bam, viol. Voilà, c'est extrêmement soudain, le mélange des ambiances, des atmosphères et quand on le raconte, paraît soudain. Et en fait, dans le film, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est vraiment... vous accompagnez, donc Antoine Desrosières et toi, dans ce scénario, vous accompagnez le spectateur à travers le glissement entre effectivement des relations humaines, sentimentales, amicales bien sûr. Violentes, des relations violentes. Ça me rappelle un article que j'ai lu dans je ne sais plus quel quotidien, etc., où une jeune femme a pris son courage de main pour aller porter plainte pour viol, et le viol s'était vraiment passé dans des circonstances qui ne ressemblaient pas à l'idée qu'on se fait d'un viol, et le commissaire qui avait pris sa déposition lui avait répondu: ah mais vous savez mademoiselle, c'est un peu compliqué parce qu'un viol ça se passe la nuit tard dans un parking. Ah, et je savais pas. Du coup, ok, d'accord, pardon. Notez toutes. Le viol, c'est la nuit tard dans un parking. Sinon, c'est pas un viol. Voilà. Ok, très bien. T'as bien fait de venir. Et donc, on vit encore avec cette définition hyper restreinte de l'agression et du viol, et qui cause énormément de tort, parce que effectivement après, t'as des jeunes femmes ou des jeunes filles ou des jeunes hommes qui se disent oui, mais au final j'étais un peu consentant, mais sans prendre en compte que la frontière elle est vachement poreuse, et que le chantage et la manipulation font aussi partie de la destruction en fait de la notion de consentement. Et c'est ce qui se passe aussi avec Yasmina, et c'est ce qu'il y a aussi à un moment donné à la fin du film, lorsque bon, je ne vous raconte pas tout, parce qu'à la fin le coupable est pris un petit peu au piège, et il dit mais comment ça je t'ai violé, est-ce que je t'ai tapé, est-ce que je t'ai menacé, est-ce que je t'ai brutalisé, et le fait est que non, mais ça ne retire rien donc voilà, c'est tout ça qu'on essaie d'explorer, et surtout de dire à ceux qui en sont victimes que ce sont des victimes, surtout. Et oui. Que c'est pas parce que c'était pas dans un parking, bon là en l'occurrence c'était dans un parking, mais c'est pas parce que c'était pas tard le soir sans coup de poing et flingue sur la tempe que ça ne reste pas une violence insoutenable. Et oui, c'est ça, je trouve que le film explore très bien la notion de consentement. Et je trouve que ce qui est vraiment très bien dans le film, c'est la mise en perspective de pourquoi c'est aussi flou, cette notion de consentement, alors qu'en fait en théorie c'est extrêmement simple. En théorie y a cette fameuse vidéo qui a fait des millions de vues sur le consentement sexuel expliqué avec une tasse de thé. Je veux dire, il y a pas plus simple comme notion. Veux-tu une tasse de thé, oui ou non? Et en fait, si je te sers un thé et que finalement t'as plus envie de le boire, dans quel monde je te dis mais tu rigoles ou quoi? Si je viens de me demander une tasse de thé, maintenant tu la bois, putain. Maintenant tu la bois et tu fais pas chier, quoi. C'est ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est facile, et en pratique c'est tellement plus complexe, parce que les relations humaines sont plus complexes que simplement oui, non, j'ai envie d'une tasse de thé. Et je pense que pour beaucoup de gens c'est difficile de se représenter cette complexité. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce que tu dis, et c'est d'autant plus difficile de se la représenter que il y a une espèce de prédisposition, on va dire éducative, sociale, sociétale, et de conditionnement aussi des filles aussi à dire, enfin en tout cas à ne pas être dans la proposition, à ne pas être dans la proaction, et à être juste dans l'attente, la réception et la réaction. Ce qui pose quand même les jeunes filles, les jeunes femmes, etc. dans la position de à devoir se prononcer, sans même se poser la question avant de désirer ou de pas désirer. Et donc, personne n'est sans cesse soumis à des sollicitations, à devoir se prononcer si oui, si non. Enfin, cette injonction à devoir s'exprimer sur son désir ou son non-désir, et à s'en justifier, c'est quand même, c'est quand même une petite pression quotidienne supplémentaire. Mais absolument, j'ai aussi la sensation que tu viens de le dire, les filles sont mises dans la position de réagir et pas d'agir. Et exactement. C'est quelque chose, je pense, qu'on transmet beaucoup dans l'éducation, de ne pas interroger son propre désir et de ne pas poursuivre ce qu'on a envie. Et c'est la belle histoire qui est racontée en filigrane, c'est un des fils conducteurs aussi. Exactement. Moi, je l'aurais pitché comme le film parle de désir féminin.
C'est ça pour moi le fil conducteur du film. C'est comment, par quel drame, péripéties, tribulation aussi, pour le dire de manière beaucoup plus légère par moment, est-ce qu'elles prennent conscience qu'elles doivent être les actrices de leur désir et qu'elles le découvrent en fait, parce que c'est pas, on n'est pas de manière innée acteur et sujet de sa propre existence et de son propre désir, quoi. C'est quelque chose qui s'acquiert et dont il faut s'emparer. Et d'ailleurs, bon, le film se termine bien. Ça, on peut dire. Mais en fait, c'est une comédie, donc on n'en sort pas traumatisé ou choqué. Et ce que je te disais en off avant qu'on commence, mais je vais le répéter pendant qu'on l'enregistre, je n'ai jamais ri d'une agression sexuelle ou d'un viol de fiction. Ça ne m'a jamais fait rire, sauf dans À genoux les gars. C'est irrésistible. Alors, petite question. Je prends le micro de l'intervieweuse. Du coup, on rit pas quand même de cette agression. On rit dans la scène, dans les 20 minutes de manipulation et de lavage de cerveau. On en rit. Mais à partir du moment où elle lâche, elle baisse les armes et qu'elle s'y soumet, on continue à rire ou pas ? En fait, je ne ris pas de l'agression, mais en fait, l'atmosphère qui entoure ce moment. Ah oui, bien sûr. Je trouve que par l'écriture et par le jeu, les 4 acteurs, les 2 actrices et les 2 acteurs sont bluffants du tout au tout. Et par leur jeu, par le texte, par la situation, vous arrivez à dédramatiser sans enlever la gravité. Et c'est ça que j'ai trouvé très réussi. Et j'ai jamais vu ça réussi ailleurs. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des scènes d'agression sexuelle tournées en ridicule, dans l'intention de ridiculiser le violeur, par exemple. Même si je comprends l'intention, ça ne me faisait pas rire, ça ne provoquait pas chez moi. En fait, ça ne suffisait pas pour moi dédramatiser ce qui était en train de se passer. Et je trouve que c'est très réussi dans cette scène en particulier, mais dans tout le film où il se passe des choses très graves. Et il y a plein de situations que je trouve extrêmement anxiogènes. Il y a le personnage principal, encore une fois, à un moment donné, se trouve seul dans la rue la nuit. Vraiment, c'est une situation dans laquelle zéro ressort comique pour moi, vraiment. C'est quelque chose qui me fait peur. Et il y a des dialogues qui sont hilarants, qui provoquent l'hilarité de la salle. Et vraiment, en projection presse, je suis rarement face à des publics. Les journalistes spécialistes du cinéma, je les entends rarement rire dans des films français comiques. C'est rare. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Je voulais qu'on fasse cet entretien ensemble parce que je voulais en savoir plus sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens professionnellement pour arriver sur ce projet. Donc, je te disais que j'ai reconnu direct le nom de Antoine Desrosières quand j'ai vu la projection, le carton de projection presse, parce qu'il avait signé il y a 3 ans un court-métrage qui s'appelle Aramiste. Oui, un moyen-métrage avec les 2 mêmes comédiennes, du coup, Inès Chanty et Souad Arsane. Et est-ce que tu étais déjà partie prenante sur ce projet ? Alors oui, bien sûr, à l'écriture toujours. Et Aramis, en fait, c'était une aventure qui a commencé vraiment. C'est parti en fait d'un appel à projet d'une chaîne de télévision qui voulait, il y a quelques années, créer une collection de formats très courts autour des nouvelles rencontres amoureuses, des nouveaux moyens de rencontres amoureuses. Donc c'était l'explosion en fait des sites de rencontres et donc avec Antoine, donc on travaillait déjà quand même depuis quelques années. On s'est dit quand même une petite opportunité à saisir et on a commencé à réfléchir à Internet, ces applications, ces sites de rencontres, quelle est leur utilité et surtout à qui est-ce qu'ils rendent le plus service en fait. Et très rapidement l'idée s'est imposée qu'ils rendaient le plus service à ceux qui subissaient les frustrations et les interdictions religieuses essentiellement, culturelles, religieux, etc. Pourquoi ça leur sert plus à eux, selon toi ? Parce que c'est le moyen de vivre de manière de créer une seconde vie privée, une vie privée.
La religion étant du ressort de la vie privée, on est obligé d'avoir une vie privée à l'égard de cette vie privée. Donc c'est le système des je sais pas, des tiroirs ou etc. qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire que tu te crées un profil en ligne qui est différent de ta vie, tu cloisonnes en fait. Tu vas pas te dire moi je suis catholique et je vais la messe tous les dimanches sur ton profil Tinder. Non, mais c'est surtout le moyen de composer avec les différentes facettes de son identité, pardon, composer avec les différentes facettes de son identité sans avoir à en sacrifier aucune, en fait. Parce qu'on sait bien que y a des tensions, on est stretché entre deux composantes de soi auxquelles on tient énormément, mais qui sont pas forcément conciliables. Et plutôt que d'être déchiré entre deux choix impossibles, l'idée c'est de composer avec les deux, d'être voilà. Et donc Aramis racontait précisément en quoi est-ce que qu'est-ce que les interdits pouvaient générer de frustration. Et donc, bien sûr de le traiter sous forme de comédie et donc ce film a eu quand même son petit succès. Déjà on a découvert ces deux jeunes actrices qui sont vraiment des monuments et qui, j'espère, je touche du parquet qui deviendront des monuments dans le cinéma français. Souad Arsan et Inès Chanty. Exactement. Et on a eu envie de continuer à travailler avec elle, et surtout parce qu'on avait d'autres choses à raconter. Donc le film a été un peu primé, il a été acheté par Arte, etc. Et donc on était un petit peu attendus sur un autre sujet, mais on savait qu'on voulait poursuivre cette réflexion sur le rapport, mais la pousser un peu plus loin en fait, sur le rapport entre les interdits et la violence. La frustration qui engendre la violence, qui est une manière d'envisager les choses sous un autre angle, toujours en restant dans la comédie. Et on est tombé sur ce témoignage. C'était il y a 2-3 ans en fait, sur Facebook, il y avait énormément de gens qui se racontaient dans des formes très novélisées de leur vie. Témoignage de cette nana qui raconte précisément ce chantage à la sextape. Et c'était un peu genre le Graal, quoi. C'était promis, c'était bon sang, mais si bien sûr, c'était ça, quoi. Très rapidement, le témoignage a été effacé en fait du compte pour des raisons qui appartiennent probablement à l'auteur, dont on ne sait pas qui c'est en plus. Enfin, c'est une espèce d'appel à... Oui, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est... Alors, pour des gens qui sont sensibilisés à la culture du viol, et bon, c'est mon cas puisque je travaille sur Mademoiselle depuis plus de 5 ans et sur les questions féministes en particulier, quand je suis témoin de cette histoire, quand je la regarde projetée au cinéma, je doute pas une seule seconde de sa véracité. Et pour des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à la culture du viol, raconter comme ça, c'est une jeune fille, son mec et son meilleur pote la baratinent pour qu'elle les suce. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent elle est complètement conne ou quoi, enfin, dans quel monde on arrive à te convaincre de faire une fellation au meilleur pote de ton mec, ça n'existe pas dans notre monde en fait. Mais voilà, dans notre monde, et je pense dans notre monde de très jeunes, dès le collège, dès les lycées. Bien sûr. Moi j'ai vu un documentaire sur France Télévisions il n'y a pas très longtemps sur le glissement vers la prostitution adolescente dès le collège, où c'est-à-dire que les limites sont tellement floues et tellement et surtout le manque d'éducation et le manque de sensibilisation est tellement galopant, parce que à force de voir des adultes qui considèrent que ce n'est pas un problème, qui refusent de regarder cette question-là, les dommages sont d'autant plus dévastateurs, quoi. Des adultes aussi qui, je pense, minimisent ce qui se passe. Moi, quelque chose qui m'a choquée dans le film, dans ce qui est montré, c'est l'absence d'étape entre un premier baiser et une première fellation. Ça monte très vite. Et c'est très représentatif, je pense, de ce qui se passe dans plein de collèges, plein de lycées. Et bien sûr, quand je dis ça, je ne pense pas au cliché de la banlieue défavorisée ou ces pauvres jeunes qui n'ont aucune éducation. Ah non, pas du tout. Il y a quelques années, j'avais fait un article, c'était il y a 2 ans, je pense. Il s'était passé dans un collège Montaigne de mémoire. Donc Paris 5, on n'est pas dans la banlieue défavorisée du tout. Et il y avait des élèves qui étaient accusés d'avoir pratiqué des attouchements sexuels sur des filles de leur âge, donc 11-15 ans.
Et les reprises médiatiques qu'il y avait eu de ça, le débat qu'il y avait eu, c'était faut-il confisquer interdire les smartphones au collège, puisque en fait apparemment les garçons regardaient du porno sur leur smartphone, donc c'était ça le problème. Oui, vous avez raison, c'est totalement ça le problème, et c'est pas du tout le fait que par manque d'éducation sexuelle complète et d'éducation au consentement au respect de l'autre, ces garçons étaient incapables de faire la différence entre les sexes, quoi, entre les filles, les garçons. Oui, enfin, une fille n'est pas un objet. Enfin, c'est quand même la base du respect, quoi, mutuel, que se doivent les uns et les autres. Et non, ça leur est pas venu donc à l'idée. C'est une base d'éducation tellement essentielle au respect de l'autre, je trouve, que de passer par là, de passer par l'écoute de soi, de ses désirs, de savoir où est sa limite à soi pour pouvoir exprimer un consentement. Je trouve que ce film aborde parfaitement ces thématiques. À ce moment de la discussion, Anne-Sophie Nanki me présente les éléments du film qui pourraient être considérés comme pouvant heurter un public jeune. Effectivement, le film comporte des scènes de sexe très explicites, des scènes de nu. On y voit un sexe d'homme en érection, ce qui pourrait amener le CNC à poser une limite d'âge au film. Au moment où nous avons cette discussion, la décision n'a pas encore été rendue, donc ce ne sont que des spéculations. Désormais, on le sait, le film a été interdit aux moins de 12 ans. Merci la France, car si nous étions en Amérique, j'imagine aisément que ce film aurait été interdit aux moins de 18 ans, en raison de ses représentations sexuelles très explicites, très graphiques. Je rends la parole à Anne-Sophie Nanki, qui m'explique pourquoi le film comporte de telles scènes, quelle est leur utilité, leur sens, pourquoi il est important de ne pas les censurer. En gros, ça raconte l'histoire d'une agression sexuelle, mais le film reste une comédie. Et donc, du coup, on serait dans la position de ceux qui ricanent d'une tragédie. Et que donc les jeunes spectateurs considéraient que cette tragédie n'est pas du tout tragique, vu que c'est une comédie qui en parle. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour environ toutes les productions télévisuelles, séries, films dans lesquelles des scènes de viol et d'agression sexuelle sont en fait présentées comme attends, mais c'est super sexy, le mec la plaque contre le mur pour l'embrasser, waouh, trop un tombeur. Là, ça passe crème. Là, ça passe crème. Ok, d'accord. Non, mais juste je check, c'est... Mieux vaut en rire. Le film est aussi en partie à destination des adolescents. À cette période assez trouble où les frontières sont très floues, quoi. Le nombre de faits divers en témoigne. Et donc, si on leur retire cet outil de débat, parce que du coup, c'est pas du tout un film de propagande précisément, c'est que ça interroge ces limites-là dans un dispositif qui est hyper flou et justement, ce débat est nécessaire pour prévenir ce genre de comportement. Et une comédie, c'est toujours beaucoup plus attractif qu'un drame. Enfin, je veux dire, ils n'iront jamais voir un drame sur la question. Ils vont dire, ça c'est un truc de meuf, ça nous concerne pas, c'est chiant. Alors qu'une comédie a quand même ce pouvoir d'attraction, et c'est aussi un piège pour les obliger à réfléchir, à regarder en face une réalité qu'ils aimeraient bien occulter, quoi. Oui, même sans vouloir l'occulter, une réalité qu'ils n'ont pas du tout à l'esprit. Exactement. Il y a plein de sujets qui sont plein de thèmes que le film amène, de questions que le film pose. Je pense que c'est une des premières fois que je vois ces thèmes, ces questions posées. Je dis une des premières fois parce que j'ai donc récemment beaucoup aimé le film Netflix d'Éléonore Pouria, Je ne suis pas un homme facile, ouais, qui aborde aussi beaucoup de questions de sexisme ordinaire parce qu'elle inverse les rôles, elle crée une société dans laquelle les femmes ont toujours dominé. Et évidemment, quand tu inverses les rôles, tout de suite tu vois le ridicule de plein de situations. Et moi, ce qui m'a, par exemple, particulièrement choquée, c'est elle habille donc les hommes, leur costume professionnel, c'est à base de mini-shorts complètement ridicules. Et c'est là que je me rends compte que oui, et donc les mini-jupes de tailleur hyper inconfortables dans lesquelles je me sentais mal à l'aise en me disant j'ai l'impression d'être plus sexy pour aller bosser que pour aller en boîte. Je pense qu'il y a un problème. Mais j'avais pas forcément conscientisé cette réflexion. En voyant le film, ça m'a frappée. Et de ma vie, tu me verras plus jamais en tailleur jupe trop courte pour moi, pour mon ressenti. Sans jamais penser qu'une femme que je croiserais en tailleur... je vais pas me commencer à l'insulter dans ma tête en me disant ok d'accord, je suis victime, complice du patriarcat, brûlez-moi. Donc c'est pas le propos. Donc oui, effectivement, je trouve que le film amène beaucoup de thématiques, beaucoup de possibilités de discuter, surtout compte tenu de, alors je sais pas si c'est un effort particulier qui a été fait, mais j'ai été complètement séduite par le langage
du film. Je m'explique, les dialogues sont hyper réalistes. Parfois, ça m'arrive d'écouter des dialogues de jeunes au cinéma, dans les séries, et tu te dis, ah, ça c'est quelqu'un qui n'est pas jeune, qui lui a mis des mots des jeunes dans la bouche. Ils les entendent tout de suite. Hein, Ou bien ces jeunes parlent trop bien pour l'âge et le milieu dans lesquels on les place. C'est-à-dire qu'entre eux dans la cour du lycée, les jeunes ne parlent pas comme ça. Enfin, il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, de regarder comment ils écrivent sur Twitter, comment ils parlent dans leur Snap. Enfin, c'est comme moi à 13 ans, je disais c'est steak pour dire c'est génial. Voilà, ça m'est passé, mais on parle différemment. Et je pense que parfois dans le film, j'avais presque du mal à comprendre les mots, ce qui n'empêche pas de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. Mais ouais, il y a un travail de langage qui est fou. Donc j'imagine que c'est toi, parce que c'est dans le scénario. C'est nous. Comme, parce que tu as le dossier de presse sous les yeux. Absolument. Et effectivement, on est quasiment tous crédités au scénario. Exactement, au scénario. Alors tout ça vient des 4 mois en fait de répétition. En fait, lors du casting, donc Antoine cherchait vraiment non seulement de très bons comédiens, mais aussi de très bons co-auteurs et co-créateurs de ces histoires. On est parti donc du scénario de 100 pages qu'on a écrit tous les deux à partir de ce témoignage, et à partir de là a commencé le travail de casting des garçons. Puis une fois que ces 1200 garçons ont été castés et que ces 3-là ont été retenus, et surtout qu'ils ont passé les différents stades de sessions de casting avec Inas et Swad, au cours desquelles ils ont vraiment tenu la barre, puisqu'elles sont vraiment, ce sont d'excellentes comédiennes et elles sont capables de tenir des scènes d'improvisation de 3/4 d'heure sans ciller, où on est ému, où on est drôle, où ça raconte une histoire, où on embarque dans des univers incroyables. Et donc il fallait avoir un certain répondant devant, quoi. Donc ils s'en sont extrêmement bien sortis, et ça n'était que le début du travail pour eux. Il y a eu quand même, je crois, 6 mois de casting. Donc on est rentré dans les 4 mois de travail de répétition, qui consistait, ils n'avaient lu le scénario qu'une fois, et ensuite ils l'ont signé sans problème. Donc le scénario, c'est-à-dire qu'ils savaient ce qui allait se passer, c'est la trame de l'histoire et déjà des bases de scénario classico, voilà. Okay. Mais pendant les répétitions, on leur a pas demandé d'apprendre par cœur l'histoire, on leur a demandé d'improviser sur les situations. Donc c'était typiquement ton copain est fâché contre toi parce que tu as saboté la soirée. Pour pouvoir sauver votre amitié, tu demandes à ta petite amie de lui tailler une pipe. Il faut que tu faut convaincre ta petite amie. Situation classique. Très bien. Classico. Et donc l'exercice était non seulement de réinventer la situation, de se la réapproprier, et de rendre crédible cette situation totalement absurde, délirante de l'extérieur. Et donc on a travaillé comme ça en fait pendant sur toutes les situations du scénario, et on a également inventé des thèmes, parce que le témoignage pêchait un petit peu vers la fin, enfin il devenait un petit peu redondant, etc. Normal, enfin la vie n'est pas aussi bien dramatisée qu'un film. donc on a pris quand même quelques libertés dans le scénario. Et toutes ces répétitions en fait étaient filmées intégralement, et le travail avec Antoine était de regarder donc ces heures, 4 heures, 5 heures de répétition, et d'en extraire ce qu'il y avait de plus drôle, ce qu'il y avait de plus vif, percutant, ce qui était de plus original, ce qui faisait avancer l'histoire, ce qui était le plus sidérant, et le réinjecter dans le scénario. Et donc, lorsqu'on dit que les personnages, que les comédiens sont co-auteurs de l'histoire, c'est dans ce sens-là. Le scénario, au terme des 4 mois, a gonflé à 400 pages. Et le travail commençait. On n'a pas arrêté de dire aux comédiens à chaque étape que le travail ne faisait que commencer, quoi. Et donc, ils ont eu, je crois, un petit mois pour apprendre ces 400 pages de scénario. Donc, ça voulait dire des 30-40 pages de scènes, de joutes oratoires virtuoses et virevoltantes. Et donc, il regrettait à chaque fois d'avoir été si créative pendant les 4 mois de répétition. Il disait, oh merde, j'aurais dû la fermer. Et donc, oui, donc il y a de très 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 nombreuses perles qui sont sorties de
de leur imagination. Et ils ont aussi, ce qui nous a conquis aussi immédiatement, c'est cette poésie, quoi. Cette poésie qu'on a souvent comparée, donc je peux le dire parce que du coup ça ne concerne pas ma plume personnelle, mais à un Audiard d'aujourd'hui, quoi. Le texte est très fort, vraiment. Les dialogues sont très crédibles. Enfin, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce film excellent en tout point. C'est une perle et je suis vraiment ravie qu'on en discute ensemble. Donc il va sortir. À la question. Ah oui, d'accord. Il va sortir le 20 juin. Le 20 juin. Donc je lui souhaite vraiment de rester très très longtemps à l'affiche. Mais alors on est soutenu par des professeurs, par des sociologues de l'éducation, etc. Qui ont beaucoup aimé le film, qui aiment beaucoup aussi le travail qu'on fait avec Antoine depuis quelques années. C'est mon avis personnel, mais je pense que c'est un combat qui est décisif parce que vous arrivez à un moment d'histoire aussi. Alors, ce film il sort 8 mois après l'affaire Weinstein, c'est plus le même monde et je pense que s'il était sorti 1 an avant, je sais pas s'il avait la même réception, je sais pas si ça générait le même débat. Je pense que tu faisais face à plus d'incrédulité c'est une comédie mais enfin, doucement, quoi, vous allez loin. Et qu'en fait, post-MeToo et dizaines de milliers de témoignages de femmes qui disent « Oui, ça nous arrive très souvent, ce serait bien que ça s'arrête », tout d'un coup, je trouve que ce film prend une autre dimension. Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, ça serait drôle que tu dises oui, ça nous arrive. Enfin, c'est-à-dire que la vague MeToo nous a fait quand même prendre conscience que c'était genre mais hyper répandu, quoi. Enfin, et il y avait un côté un peu sidérant comme ça de voir à quel point, ils m'auraient pas tous, mais tous avaient été frappés, quoi, tu vois. Et du coup, ça disait aussi la banalisation de ce phénomène-là de la part des agresseurs et des agressés. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que je trouve et du coup, qui dit banalisation dit il est facile d'en rire, etc. Et donc, la comédie, pour moi, me trouve très juste, en fait, à cet égard-là. Parce que, au départ, on commence à en rire. Enfin, et même la victime essaye de transcender un petit peu ça et de s'en remettre en l'oubliant, en le banalisant ou en essayant d'en rire, quoi. Alors, merci beaucoup pour toute cette discussion hyper intéressante. Allez voir le film si vous écoutez ce podcast. Ça fait déjà 1 heure, là ? Allez voir le film, ça fait pas du tout 1 heure, mais c'est juste que, justement, le principe de ce podcast, c'est que tu choisis des questions que je vais te poser sur ton parcours et confession. Quand j'avais vu ton nom sur le scénario, je t'imaginais blanche et versaillaise. Et quand je t'ai vu sur Instagram, magnifique, avec tes dreads, je me suis dit, bravo les stéréotypes. Donc, pardon pour ça. Donc bon, ça a encore plus piqué ma curiosité parce que je me suis dit, bravo, du coup, donne-lui la parole plutôt que de l'avoir enfermé dans ton stéréotype. On est parti pour les questions que tu as choisies. Mais la première que je pose à chaque fois, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Alors, excellent. Bonne question. Oh là là, faut que je parle de moi, là, vraiment. Faut que tu parles de toi, c'est le principe. Ok. Alors, quand j'avais 7 ans, j'étais une petite fille très angoissée. Et j'avais tendance à m'arracher les cheveux. Donc, à croire que j'étais... que y a beaucoup de choses qui m'agaçaient et qui m'exaspéraient autour de moi. Enfin, littéralement, c'était m'arracher les cheveux. Et mon papa a décidé de me couper les cheveux très, 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 très courts et de me mettre de m'attacher des chaussettes aux mains la nuit pour éviter que je me les arrache dans mon sommeil. Voilà. Donc, je pense que j'étais un peu une indignée. Ou pas, je sais pas. Enfin... T'aimais l'école ? Est-ce que j'aimais l'école ? Oui et non. J'en ai aucune idée, je sais pas. Oui, j'avais compris que c'était assez facile en étant bon à l'école d'être apprécié et aimé. Donc il suffisait d'être bon à l'école pour que voilà. Une bonne élève. Et alors, c'est quand la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle ? Alors pour le coup, ça c'était très tôt. C'était très très tôt et aux alentours de 9 ans. En fait, c'est mon père qui me coiffait. Ouais. Et donc du coup, il n'était pas très doué, donc on passait des après-midi interminables, lui et moi assis sur une chaise et lui a essayé de me tresser les cheveux, qui avaient repoussé entre-temps. Parce que t'as les cheveux crépus. Exactement. Il faut les tresser. Okay. Et donc du coup, il me passait des cassettes vidéo et en fait, j'ai vu, la première fois de ma vie, vers 9 ans, j'ai vu Amadeus.
Et là, ça a été genre la première claque cinématographique de ma vie, après Bambi, bien évidemment, tout le monde. Et je me suis dit, ouais, mais ce truc est fabuleux. Et donc, j'étais vraiment convaincue que mon destin était de composer de la musique. Donc mes parents qui étaient fort gentils m'ont dit bon voilà, on va l'inscrire au solfège et tout ça. Mais malheureusement j'étais pas aussi bonne au solfège qu'en histoire ou qu'en géographie, donc mon ambition de compositeur a vite tourné court. Mais c'était un peu drôle puisque je me la jouais vraiment Wolfgang Amadeus Mozart, quoi. Donc je ramassais des plumes de pigeons que je biseautais, je vidais mes cartouches d'encre dans des petits pots de Voilà, je sais pas si peut-être que c'est très bien, peut-être que c'est très nul. Je pense que c'était très nul ce que je composais, mais alors tu composais quand même. Oui. Bah à 9 ans, c'est génial. c'est vraiment c'est ouf, tu vois. À la plume de pigeon quand même. Voilà. C'est trop. Bah, j'adore cette histoire. Et pourquoi t'as arrêté ? Parce que j'étais pas bonne, tout simplement. Enfin et pourquoi Qu'est-ce qui te fait dire que t'étais pas bonne ? Je sais pas. Alors vraiment, je pense que c'est l'adulte qui juge l'enfant, mais non, mais surtout j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à écrire, tout simplement. Enfin, à raconter des histoires. Alors du coup, au départ, c'était vraiment des histoires. Là, on parle du collège, quoi. C'est des histoires qui étaient très influencées par l'X-Files, etc. Donc c'était des histoires de crucifixion, etc. C'était très voilà. Donc au collège, t'écrivais des histoires. Voilà, c'est ça. Est-ce que, en fait, tu l'écrivais parce que ça te fait plaisir, t'avais envie d'écrire. À quel moment tu transfères ça sur un projet professionnel ? Ou est-ce que, en fait, à quel moment c'était quoi ton projet professionnel à ce moment-là, tu vois ? Est-ce que tu te posais la question en ces termes ? Mais alors, c'était une époque où il n'y avait pas de plan de réorientation après la troisième. Donc, on n'était pas sommé de décider de son avenir et d'avoir des plans de carrière. À 12 ans. C'est ça. Voilà. C'était une époque révolue. Quelle époque ? Désormais. Et donc mon projet professionnel était relativement fou puisque je savais pas qu'on pouvait vivre de l'écriture et a fortiori de l'écriture cinématographique. Et c'est vrai que la rencontre avec Antoine, parce qu'Antoine à l'époque était lecteur au CNC, et donc du coup donc à cette époque-là, donc ma tante habitait à côté des locaux de sa société de production. Et donc j'étais tombée sur la société de production d'Antoine Desrosières. Ok, d'accord. Et j'étais tombée en fait sur son film À la belle étoile, que j'avais vu et que j'avais adoré, et donc je lui ai adressé une espèce de lettre de fan qui faisait 600 pages et qui était mon premier scénario entre guillemets. Et donc du coup il a eu la gentillesse de le lire, il a eu la gentillesse de l'apprécier, il a eu l'immense disponibilité de me recevoir et de me dire ce qu'il en pensait, etc. Donc c'était à l'époque un GTTM, donc un gros tas tout mou. Une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, à savoir que y a pas de dramaturgie, pas vertébré, etc. Mais il y avait quand même reconnu de la vie. C'était quand même, selon lui, l'essentiel, c'était de réussir à capter ce qu'il y a de fascinant et de tripant dans la vraie vie et de le reproduire un petit peu au cinéma, mais tout en posant des questions, etc. Et donc il m'a dit le reste, c'est de la technique, ça s'apprend, c'est comme poser des parpaings les uns sur les autres, mais la vie, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on a ou qu'on n'a pas, quoi. Et donc il m'a dit mais alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Je dis je sais pas, il faut que tu écrives et ça s'apprend, il y a des écoles, il y a des facs, vraiment il faut que tu fasses ça, etc. Donc je suis rentrée chez moi donc avec ce rêve un petit peu de vivre de ma plume et la perspective que ce soit genre concret, réalisable, etc. Et donc mes parents avaient quand même posé une condition, c'est que oui, bon, d'accord, très bien, oui, scénariste, oui, mais mais par contre, à une condition, c'est que tu passes au moins ton bac S. Bac S, quoi. Non, mais je suis très mauvaise en calcul mental. Enfin, j'ai vraiment pas la preuve, le solfège. Haha. Pourquoi un bac S du coup ? Mais parce que c'est parce que c'était un espèce de Graal. Ah oui, c'est encore une époque vraiment. Ça ouvre toutes les portes. Exactement. Ok, très bien. J'ai fait le même.
Donc voilà, bac S, genre avec 2 heures de français et de littérature par semaine, c'est quand même un peu chiche. Et donc du coup, en fait, chaque semaine, je débarquais chez Antoine et je prenais une rangée de livres et une rangée de DVD et je repartais. Et donc j'ingurgitais tout ça. Et la semaine d'après ou les 15 jours qui suivaient, je lui rendais le tout. C'est une époque révolue aussi, maintenant je garde tout. Je lui vole ses livres et ses DVD. Et on en discute, etc. Et donc, du coup, la culture un peu artistique, etc., qui s'est complétée après la fac, s'est faite un petit peu comme ça, au hasard de ce que je trouvais dans sa bibliothèque, de ce qui lui restait, de ce qui lui avait été retourné, etc. Oui, t'as bossé. T'as bossé. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est un bac S, entre guillemets. Pour réussir, faut travailler. Incroyable. C'est fou, hein. Mais non, mais beaucoup en plus. C'est ça qui est chiant. Ok, donc t'as fait quoi comme fac ? T'as fait une fac de... alors, j'ai fait une fac, donc je sais même plus ce que j'ai comme diplôme, tellement c'est genre pas important, quoi. Enfin, non, mais je crois, non, vraiment, j'ai mon master en cinéma, ça c'est sûr. Après, je crois que j'ai fait une licence en théâtre. Et voilà, je crois. Ouais, donc des études d'art dramatique, cinéma, exactement, théâtre. Exactement. Okay. Ah oui, non, mais quand j'étais à la fac, j'ai aussi écrit pour le théâtre. C'était trop bien. Non, parce que du coup, avec on a en fait traduit et redramaturgisé la trilogie L'épouse persane de Goldoni, et qu'on a été joué à la Biennale de Venise et tout. Waouh. Et alors, ça avait quel âge quand t'as fait ça environ? Je sais pas, 25 ans. Comme ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà réussi à être indépendante, à vivre de ton futur métier ou de ton métier ? Non, puisque c'était pas l'urgence, on va dire. Non, c'était pas l'urgence. Et puis surtout, ce sont des années. Quand on dit en fait avec Antoine qu'on a appris à écrire ensemble, c'est vrai. C'est-à-dire que curieusement, la maturité en écriture, elle s'acquiert. Enfin, après, je parle peut-être de mon cas, mais particulièrement au cinéma, l'exigence, la nécessité de recréer des mondes et de se mettre dans la subjectivité, ça requiert comme une certaine maturité, non pas seulement d'âge, mais aussi d'expérience, d'empathie. Voilà. Donc, ce sont des années où j'ai engrangé des choses. J'espère qu'elles sont utiles. Enfin. Est-ce que pendant toutes ces... Pardon. Non, vas-y. On a commencé à en vivre au bout de... je sais pas, on a accroché notre premier contrat d'écriture, c'était en 2010 9 2009, un truc comme ça, ouais. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? 28. Ok. Ouais. Patience et persévérance. Mais non, pas du tout, je raconte n'importe quoi. J'ai 35 ans. Tu vois, je suis très nulle en calcul mental. C'est la meuf qui donne 52 ans comme ça. La team bac S. Donc voilà, on va laisser le soin aux auditeurs de faire le calcul. Tout au long de ce parcours, est-ce que tu as eu la sensation d'avoir des obstacles sur ton chemin ? Oui, en fait, les obstacles, c'était moi, en fait. Une espèce de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, quoi. Genre, mais un jour, on va se rendre compte que je suis nulle. Pour l'instant, ça va, j'arrive à faire illusion. Mais de se réveiller tous les matins en se disant, mais je mérite pas d'être là ou je mérite pas d'y aller. Et donc, du coup, c'est une lutte perpétuelle contre cet imposteur qui est là, mais qui en cohabite depuis très longtemps. Mais du coup, je sais pas trop à quoi ça tient. Peut-être aussi parce que je viens d'un milieu où c'est pas du tout la culture. Enfin, c'est pas un milieu artistique, c'est pas un milieu créatif. Et donc du coup, il y a peut-être l'impression d'être un peu là par effraction, d'être un peu là par erreur, d'être ou qu'on nous fait une faveur, tu vois, de nous accepter. Enfin, il y a ce poids, genre l'illégitimité qui fait que c'est quand même un sacré boulet, quoi. Et est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Ouais, ça va mieux. Oui, non, mais ça. Comment ? Alors, c'est ça qui m'intéresse en fait, parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, et je sais qu'énormément de jeunes femmes en particulier vivent ça, le syndrome de l'imposteur, l'illégitimité, l'impression que on va finir par se rendre compte que je suis pas à ma place, que j'ai pas le droit d'être là parce que je suis pas assez compétente. Et ma question, c'est comment tu le fais pour combattre cette petite voix, pour faire en sorte qu'elle soit de moins en moins forte, que tu l'entendes de moins en moins, qu'elle entrave de moins en moins déjà ton aisance dans ton milieu professionnel et enfin ta confiance en toi aussi. Comment t'as cohabité avec cette voix, tu vois ? Comment est-ce que tu
Comment est-ce que tu la combats au quotidien ? En reconnaissant qu'il y a des combats qui me dépassent, notamment quand on a fait Aramis, quand on a fait, dans tous les sujets qu'on a créés avec Antoine, il y a des causes supérieures, impérieuses, qui nécessitent que en tout cas c'est ce que je me dis, quoi. Je me dis arrête de te lamenter sur ton sort. T'as des choses à défendre, quoi. Je veux dire, si je sais pas moi, si Badinter s'était dit ah là là, j'ai l'impression de pas être à ma place, je ne vais pas faire ce discours, on n'en serait pas là, quoi, tu vois. Oui. Donc, au Simone Veil à la tribune de l'Assemblée. Exactement. Bon, finalement, je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour ce job. Pour défendre ça, je veux rester au lit. Le cours de l'histoire change. Exactement. Et mais bon, à notre petite mesure, voilà. C'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes en jeu, mais c'est ce que je me dis, quoi. C'est intéressant, t'es pas la première à me faire cette réponse. Ah oui, c'est vrai. J'ai Eleanor Coste, qui est comédienne, et Marlène Schiappa, que j'ai eu en interview aussi, m'ont parlé toutes les deux d'une urgence, une nécessité à agir, et qui faisait que ça dépassait plus fort que la peur de pas y arriver, de pas être légitime, de pas réussir, de pas pouvoir. Et il y a la dimension « je dois ». Donc c'est plus important que tous les obstacles. Tu te reconnais là-dedans ? Bien sûr, oui. Alors, tu m'as sélectionné très peu de premières fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? Est-ce que c'est que ces premières fois de ma liste te parlent pas ? Est-ce que c'est juste pas comme ça que tu regardes ta vie ? Est-ce que globalement, tu retiens pas tes premières fois ? Tu vois ? Est-ce que c'est quelque chose qui te marque pas ? Parce que si je te dis c'est quand la première fois que tu t'es fait confiance, est-ce que tu as une image, un moment, un souvenir qui pop ? En fait, la question de la première fois, ça présuppose qu'on avance de gros coups de volant, de renversement, de révolution en révolution. Et du coup, je suis plus dans le petit à petit, en fait. Je sais pas comment vraiment le dire, quoi. Je sais plus, il y a ce truc de Leibniz qui dit que une corde ne se rompt pas d'un coup d'un seul, quoi, mais c'est petit à petit chaque fibre de cette corde qui rompt jusqu'à ce que de l'extérieur elle ait l'impression de céder brutalement, alors que le processus s'est enclenché bien antérieurement, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Justement, par rapport à cette image, ma vision des premières fois, c'est que parfois tu es face à une première fois qui semble un mur, et je pense notamment à la première relation sexuelle, qui est un des sujets du film. C'est toute une montagne pour plein de gens, parce que culturellement il y a tout un mythe, toute une mythologie autour de la virginité, du sacré, de ceci, cela, ce qui fait que ça peut être une montagne, et qu'en fait ça, pour d'autres ça peut être totalement anodin. D'autres premières fois, on en fait tous les jours. Moi en fait c'est la première fois qu'on se parle, c'est la première fois qu'on s'est interview et c'est la première fois que je parle de À genoux les gars avec un membre de l'équipe du film. Et bien sûr qu'avant qu'on fasse cette interview, j'étais stressée. J'ai anticipé. Hier soir en me couchant, j'y ai pensé. Ce matin en me levant, j'y ai pensé. Mais toutes les semaines, je fais des premières fois en interview. Je rencontre des gens pour la première fois. Donc à force d'avoir des premières fois qui se ressemblent, j'apprends et je progresse. Et celles que je vais retenir, celles qui vont me marquer, et c'est un peu celles que je mets dans cette liste de questions, c'est des premières fois qui peuvent passer inaperçues. Et qui sont super importantes. Quand je pose la question à quelqu'un de savoir la première fois que tu as voulu abandonner, c'est pour qu'elle se remémore dans quel état d'esprit elle était, tu vois, et qu'elle raconte au micro dans quel état d'esprit elle s'est mise pour ne pas abandonner, puisque c'est que tu as voulu abandonner. Et je pense que ça, c'est des mécanismes qui peuvent servir à toutes celles qui écoutent, de se dire, quand tu as envie d'abandonner, c'est comme si tu étais un peu face à une impasse, tu sais. Tu dis, j'ai perdu, je sais pas comment sortir de là, je vais arrêter. Et que si t'entends quelqu'un raconter une expérience similaire, même si c'est pas la même situation, c'est peut-être le même état d'esprit, ou un état d'esprit duquel tu peux t'inspirer pour sortir de cette impasse. Je sais pas si ça te parle, ce que je viens de... Oui, si. Ok. Alors du coup, j'aurais envie de répondre 2 choses. Cool. Alors la première, c'est parce que du coup, j'étais en train de réfléchir à pourquoi est-ce que aucune de mes premières fois ne me marque. Mais parce que en fait, je suis un peu dans une démarche, peut-être consciente ou pas, de désacralisation de la première fois, en fait. Et du coup, en fait, ce qui compte plus pour moi, c'est pas tant que... c'est surtout pour pas être déçu.
C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expectatives dans telle ou telle première fois que j'ai un peu tendance à les foirer. Comme ça, ou elle est foirée un peu. Voilà, premier grand oral pour genre une grosse subvention de scénario ou première, etc. Je m'arrange quand même pour que ce soit un peu foireux. Et comme ça, c'est pas trop stressant parce que de toute façon, je sais que je vais le foirer. Donc du coup, il y a un côté. Et pour que la seconde fois, par contre, en fait, les secondes fois sont toujours beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus chargées d'enjeux en fait, parce que il y a une pression. Je me colle une pression supplémentaire en fait, qui est pas de l'ordre tu joues ta vie, mais qui est de l'ordre c'est la deuxième et c'est la dernière, tu vois. Oui, je comprends très bien. Et je comprends très bien ce que tu exprimes. Je trouve que c'est un très bon remède à la peur de l'échec. C'est-à-dire que tu te mets pas de pression sur la première fois. Exactement, t'es chou. Voilà. Comme ça, c'est fait. Non, mais c'est ça. Toutefois, ouais. C'est le test. Et en revanche, tu tires de leçons de ce que tu as vécu pour construire une deuxième fois où cette fois-ci tu sais où tu mets les pieds et tu sais ce que tu vas chercher. Il y a un côté un peu comme ça, ouais. Ok, très bien. Mais bon, là on va dans les tréfonds et les tréfonds de mon âme. Je suis pas sûre d'avoir signé pour ça. Et il y a la deuxième chose que je voulais dire concernant la fois où j'ai voulu abandonner. La première fois que tu as voulu abandonner. Et qui est liée à une autre sélection, une autre question, pardon, qui est le jour où je suis sortie très loin de ma zone de confort. Raconte. En fait, la première fois où j'ai voulu abandonner, c'était d'une certaine manière. C'était en gros les premiers contrats de scénario qu'on avait réussi à décrocher avec Antoine arrivaient à leur terme, et donc j'étais quand même dans la nécessité de subvenir à mes besoins. Et c'est marrant parce que j'ai fait 2 fois. À 10 ans de distance, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait une espèce je me suis inscrite dans une école de formation informatique pour faire du code, du développement, etc. Et j'ai trouvé assez rapidement un boulot qui était pas trop mal payé, mais bon, qui était vraiment pas passionnant, quoi, où je faisais ce qu'on appelle de la recette informatique. Donc, une société développait des applications, et donc j'étais en charge de... ils avaient compris le mot scénario, mais dans une toute autre perspective, quoi. De développer des scénarios de test et de voir donc par quelles entrées différentes est-ce que l'utilisateur de l'application pouvait aborder le dispositif, et de chercher, débusquer et reporter les bugs. Donc, d'une certaine manière, j'étais scénariste en recette informatique. Et donc, c'est ce qui a fait sombrer Antoine dans un désespoir sans fin. Et donc, il est venu me rechercher en me disant, voilà, il faut que tu montes absolument sur ce développement d'une saga de l'été autour d'une championne française de natation. Ok. et donc, du coup, j'ai quitté l'informatique pour pouvoir y venir. Et la deuxième fois, c'était il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'entre Aramiste et à genoux les gars, alors là c'était encore plus tragique qu'avant, hein, c'était en rupture, plus d'appartement, plus d'argent, etc. Et donc du coup j'ai refait une formation, mais cette fois-ci en marketing, communication, etc. Et j'ai été embauchée dans une grande agence de communication événementielle où j'étais extrêmement bien payée, etc., etc., etc. Et cette zone de confort là. Qui bizarrement... Le salaire, donc, le confort, c'est un bon salaire. Et surtout le confort de la sécurité, quoi. De se dire, en fait, là, j'ai d'être un peu à ma place, quoi. Enfin, puisqu'on me demande pas, de parler de moi, on me demande pas d'être... de capitaliser sur mon individu, ma singularité, etc. Donc, du coup, personne ne sait à peu près qui je suis. Donc, du coup, c'est easy, quoi. On fait genre... voilà. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors que le cinéma est beaucoup plus impliquant. Parce que tu vends pas de la pâte à tartiner, tu vends pas des voitures, tu vois, tu vends pas des lunettes, quoi, mais tu vends des histoires. Tu vends des histoires et tu vends de l'humain et tu vends ta vision, quoi. Et surtout, le sujet à genoux les gars était vraiment pas easy pour le coup. Peu vendeur. Je pense que c'est peu vendeur sur le papier. C'était un pari. C'était un pari. Audacieux. Audacieux. Mais il y avait une telle évidence que
voilà, enfin, je suis repartie. Donc, en fait, t'as lâché ta zone de confort dans le marketing pour revenir à l'aventure, sachant que déjà, c'était déjà la deuxième fois que tu t'arrêtais le scénario parce que ça te payait pas. Exactement. Enfin, pas assez, pour le coup. Pas assez, ouais. Je vais quand même te poser des questions de ma liste parce que je suis curieuse. Oui, absolument. Okay. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir ou de ton impact? Waouh. Je crois de ma voix, de mon pouvoir ou de mon impact. Je sais pas. C'était le je sais pas moi. On va dire le 7 novembre 2022. Okay. Comment t'as su ma question? Je sais pas, t'as pas l'impression, c'est une vraie question, t'as pas le sentiment de contribuer à faire bouger les lignes quand tu prêtes ta plume à un projet comme Aramiste ou À genoux les gars? Alors oui, on en prend conscience en fait depuis Aramiste, en fait, en vrai. Enfin, pour avoir fait des séances de débat et avoir vu en fait l'impact dans la vraie vie. C'est-à-dire que il y a toujours une question qui m'a toujours un petit peu taraudée, c'est la pertinence du cinéma. Est-ce que le cinéma peut changer les choses? Quel est son vrai pouvoir, en fait. Alors, il n'est pas de lever les foules ou de lever les masses laborieuses et opprimées, type l'ambition d'Eisenstein, quoi, tu vois. Mais il a le pouvoir de toucher chaque individu. Et même un individu qui n'est pas directement concerné par cette histoire, quoi. Et donc du coup, il y a eu plein de retours, de témoignages d'hommes comme de femmes, comme de jeunes femmes, etc., qui étaient concernés ou pas par l'histoire, qui disaient mais c'est vraiment hyper touchant et ça me rappelle et ça m'a fait pleurer, et du coup je me souviens de l'histoire que m'avait raconté un tel, et en fait je vais rayonner à cette époque-là, mais il y a une vraie je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, le cinéma a quand même un peu de pouvoir, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai présenté Aramiste il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus. Le temps. Et donc, du coup, j'avais invité ma tante, etc., donc, qui est antillaise aussi, etc., et qui m'avait fait une petite surprise, c'est qu'elle avait invité toutes ses cousines. Voilà, donc j'avais un rang de temps de ma famille, donc c'est quand même 55, 60 ans, etc. Et puis j'étais terrifiée à l'idée de présenter le film parce que je trouvais, on voit un sexe au bout d'un moment, et puis c'est très suggestif aussi dans les mots. Et donc j'étais un peu comme une petite fille, je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous pensez de moi? Des réactions hyper puériles comme ça. Et j'ai été très surprise de voir que, alors que c'était pas leur génération, que c'était pas leur milieu, c'est pas leur culture, c'est même pas leur... qu'elles me disent à la fin, vraiment bravo, nous aussi à notre âge, on se posait les mêmes questions sur est-ce qu'on peut coucher ou pas, mais est-ce que vis-à-vis de la religion, etc. Alors que bon, on parle quand même des années 50 en Guadeloupe, quoi, tu vois. Et donc voilà, mais franchement, à leur âge, elles se posent encore ce genre de questions, mais... Donc voilà, l'émotion universelle que crée le cinéma et les réflexions universelles, ça part, c'est pour ça en fait que la capacité d'universalité d'une histoire, j'en ai vraiment pris conscience à cette époque-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous fait des procès en légitimité parce que Antoine serait un cinéaste blanc de 40 ans, il n'aurait pas le droit de raconter cette histoire, les bras m'en tombent en fait. Vraiment. Parce que si des Antillaises de 60 ans grandis dans la Guadeloupe des années 50 sont capables de s'identifier à ces jeunes filles-là d'aujourd'hui. En plus, l'histoire se passe dans la banlieue de Strasbourg, tu vois. C'est bien quelque chose d'universel, quoi. Oui, et puis je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pas qui raconte l'histoire, mais comment l'histoire est racontée. Et de qui on raconte l'histoire. Donc, moi, ce qui m'a surpris, c'est que effectivement, moi, je me suis pas dit c'est un mec blanc
qu'est-ce qu'il y connaît de la vie des jeunes de banlieue, j'ai plutôt été surprise de me dire waouh, comment ça se fait qu'il comprend aussi bien la vie des jeunes de banlieue. Et quand j'ai donc dans le dossier de presse est expliqué le processus de fabrication du film que tu as raconté tout à l'heure sur le casting, les répétitions, la part donnée à l'improvisation, le fait que vous soyez 4 à co-signer le scénario, oui, donc en fait certes, c'est un homme blanc qui raconte une histoire de jeunes de banlieue, mais en fait, il le raconte en étant à l'écoute de ce que ces personnages ont à dire. C'est ça qui rend, je trouve, l'histoire authentique. Et c'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle le male gaze, tu sais, au cinéma. C'est un réalisateur qui va porter un regard d'homme hétérosexuel sur une relation lesbienne ou des sujets qu'il n'a pas vécu lui-même d'expérience, donc il n'est pas témoin, et en plus il n'a pas prêté d'oreille, il n'a pas écouté les histoires, les expériences, les ressentis. En fait c'est juste que je trouve que ces gens ont le droit de faire ces films, hein, c'est juste que ça les rend un peu inintéressants, pas inintéressants mais pas authentiques en fait. Tu me racontes une histoire de l'extérieur, alors que là dans À genoux les gars, vous nous emmenez dans l'histoire avec les personnages. Oh, bien sûr. Et puis, ce genre de procès et d'un mépris, mais crasse pour les comédiens qui sont aussi co-auteurs à égalité. Enfin, je veux dire, on peut pas être plus clair que sur l'affiche, quoi. Donc, ça veut dire, ah oui, non, en gros, c'est comme si il n'était pas capable d'imposer une vision, de la défendre, etc., quoi. Il restait perpétuellement mineur et dominé. C'est quand même fatigant, quoi. On se demande qui voilà. Ouais. Et vous avez beaucoup t'as la sensation d'être souvent confronté à cette critique ? Il y en a un petit peu, mais le film étant vraiment hyper bien reçu. Mais bon, c'est quand même celles qui sont les plus dérangeantes, quoi. Parce qu'on a l'impression que c'est vrai, l'attaque elle est définitive, tu vois, que rien ne. Ça disqualifie c'est la parole. Bien sûr. Enfin, il n'y a même pas de débat possible, quoi, tu vois. Bon. Bon, je te rejoins totalement sur ce point parce que tu sais, j'essuie les mêmes critiques parce que Mademoiselle.com a été fondée par un homme, Fabrice Florent. Sauf qu'en 2005, vraiment, il y avait très peu de magazines féminins de société avec une ligne éditoriale engagée pour l'égalité, toute l'égalité de tout le monde. Hein. On s'est engagé très fort pour le mariage pour tous. Contre la manif pour tous à toutes les étapes de ce débat, et clairement on a fait des articles féministes sans même revendiquer qu'ils étaient féministes, parce que c'est juste notre pitch, c'est souvent de dire on est en 2018, on est féministe parce que c'est normal, ça veut dire c'est évident, c'est une évidence, pas parce que c'est un combat ou quelque chose qu'on revendique, c'est quelque chose qu'on fait, et donc on essuie régulièrement mais ce magazine fondé par un homme, beaucoup de mépris pour toute l'équipe de rédactrices qui construisent au quotidien la ligne éditoriale du magazine. Ça fait plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis rédactrice en chef. Vraiment, Fabrice Florent s'implique très peu dans la ligne éditoriale. Il s'implique quand je lui demande de s'impliquer parce que je vais chercher son conseil. Et oui, à chaque fois que j'entends mais de toute façon c'est fondé par un mec ou c'est l'attaque, je ressens ça, je ressens la disqualification Total. Et sinon tous les jours on bosse pour faire ce truc, et vraiment c'est pas parce que c'est le patriarcat qui nous paye qu'on est incapable de défendre des idées, des points de vue, et Dieu sait qu'en plus le succès je pense que le succès de ce magazine, et je comprends totalement pourquoi Arémiste et À genoux les gars ont le succès qu'ils ont et que je leur souhaite pour l'avenir. C'est oui, en fait, à chaque fois que des filles de la rédaction ont amené un sujet et que Fab aurait pu dire ah bon, vous êtes sûr, bof, et qu'elle leur dise vraiment, en fait, je te dis que ça c'est un sujet, le harcèlement de rue c'est un vrai truc, lui il est capable de dire ok, pardon, j'écoute, dis-moi, raconte-moi. Fait, ok, tu m'as convaincu, c'est un vrai truc, vas-y, parle-en. Ou alors, bon, je suis pas convaincue, mais tu sais quoi, si toi t'es convaincu, vas-y, parle-en. Et après, ok, t'avais raison, c'est un vrai truc. Et bah oui, c'est ça le secret, quoi. C'est, même quand tu connais pas et que tu vis pas, t'écoutes et t'apprends et on progresse ensemble, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, mes petites questions classiques de fin. Oui. Une question que je pose à chaque fois, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné ? Le pire conseil qu'on m'ait donné. Hein. Ouais. Donc, mais ouais.
Oh là là, va falloir que je réfléchisse, hein, parce que j'ai pas une très bonne mémoire non plus. Et comme j'ai un peu tendance à pas écouter, enfin si j'écoute, mais alors le pire conseil qu'on m'ait donné. Non, mais le pire conseil qu'on m'ait donné et que j'ai pas suivi, c'est de trouver un boulot alimentaire. Et d'en finir avec ces lubies de vouloir travailler dans le cinéma ou faire des films ou voilà. Et le meilleur conseil qu'on t'a donné ? Et c'est de persévérer dans cette voie. Bien sûr. Et quel conseil tu donnerais à celles qui nous écoutent et qui se disent c'est pas pour moi ? Alors si, non, mais c'est ça c'est un leurre. c'est un leurre. Non, mais c'est un leurre, je pense que qui a été inventé par ceux qui pensent que même quand on fait partie d'une équipe d'un film dirigé et réalisé par un homme blanc de 50 ans maintenant, on n'existe toujours pas en fait. Bien sûr que c'est pour tout le monde parce que le cinéma, c'est une espèce de en fait, le cinéma, en tout cas, faire des films, écrire les films, c'est une manière de poser des questions de manière un peu plus ordonnée que dans la vie où on a le lait-dedans, quoi. Et tout le monde est confronté au hasard et aux difficultés et aux injustices de la vie, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde, quoi. Et tout le monde a la légitimité à s'exprimer, et tout le monde a voix au chapitre, et toutes les histoires sont légitimes et doivent être racontées. Il n'y a pas de... Et surtout, tout le monde peut s'intéresser aux histoires, quoi. Il y a un truc qui m'énerve au dernier degré, c'est de considérer... En fait, j'ai remarqué deux choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu Jusqu'à la garde, donc un film sur des violences conjugales post-séparation. Oui. Tout le monde entre guillemets, dit c'est bouleversant. Le film est très bien, c'est bouleversant, c'est universel, c'est un combat à mener de tous les jours, on n'en parle pas assez. Il y a À genoux les gars. Il se trouve que les personnages sont caractérisés d'une certaine manière. Et cette certaine manière nous vaut des questions du public, même en toute naïveté, quoi. Est-ce que vous voulez parler de cette violence particulière qu'il y a en banlieue ? Est-ce que vous voulez parler de cette violence particulière qu'il y a dans la culture arabo-musulmane ? Les bras m'en sont tombés, j'ai 12 bras au bout d'un moment par terre, quoi. Et donc du coup, tout se passe comme si les personnages de notre film, on leur refusait le droit à incarner une certaine universalité de problématiques. Comme si dès qu'il s'agissait de personnages noirs, arabes, maghrébins, musulmans, indo-pakistanais, etc., ils n'avaient vocation qu'à représenter qu'eux-mêmes et à ne parler qu'à ceux qui seraient censés leur représenter. Alors que tous les autres films sont universels, bouleversants, transgénérationnels, etc., quoi. Et c'est en faisant de plus en plus en prenant cette parole qui est légitime qu'on accédera à l'universalité qui existe, qui est réelle, qui est... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc voilà, je veux dire, Omar Sy n'est pas moins représentatif de quelque chose que... et puis surtout, quand on voit quand certains voient dans le film autre chose que une histoire sur les violences sexuelles, le chantage, le harcèlement, le viol, les bras m'en tombent, quoi. Oui, c'est se leurrer que de ne pas avoir l'universalité. Bien sûr, c'est du déni de réalité. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'était passionnant. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu faire cet entretien ensemble. Merci beaucoup. Merci. Et t'es la bienvenue pour revenir sur Mademoiselle quand tu veux. Ok. On a finalement beaucoup parlé du film et assez peu parlé de toi, mais j'ai l'impression que c'est un exercice nouveau aussi pour toi peut-être. Oui, parler de moi en interview. Bah oui. Du coup, vraiment l'invitation est ouverte pour une prochaine fois, une prochaine occasion de pouvoir parler de sujets de société et en y mettant aussi peut-être que la prochaine fois on reviendra parler de la web-série. Mais oui. Vas-y, tease. Car yes, je n'ai pas posé la question, mais vous avez tourné des heures et des heures. Et des heures et des heures et des heures de matériel utile. En vrai, parce qu'il y a 400 pages de scénario, donc c'est ce qui a été tourné, vraiment. Et donc le film aurait dû faire
8 heures, si mes calculs sont bons. Mais bon, les nécessités de l'exploitation nous ont contraints à réduire le format à 1h38. Vous auriez pu faire une trilogie, hein. On aurait pu, mais je ne sais pas si le distributeur... mais on est très content vraiment du format de 1h38 qui est vif, qui est plein d'allant, etc. Mais il y a quand même toute cette matière nécessaire, quoi, qui permet d'explorer d'autant plus les personnages, les problématiques, les différentes ramifications. Typiquement, il y a toute cette dimension familiale, le contexte familial. Auquel on tient beaucoup et qu'on n'a pas pu montrer au-delà des 2 minutes en fait dans le film. Bref, et donc voilà, donc la web-série de 30 épisodes de 10 minutes est en cours de montage et voilà, elle sera à partir du 27 juin sur online, donc sur un canal qui sera révélé plus tard. Ok, super. Je suis intéressée par cette information. Donc rendez-vous en salle à partir du 20 juin pour voir À genoux les gars, qui était présenté à Cannes dans la compétition, sous un certain regard. Et à partir du 27 juin, donc pour découvrir la web série. Vraiment, allez-y, allez voir ce film, parlez-en autour de vous. Je suis sortie de la projection presse en envoyant un SMS à Fab en disant c'est une bombe. Donc je le pense vraiment, c'est une bombe ce film. Une bombe dans la mare. Ouais, c'est dans tous les sens du terme, c'est vraiment. Donc merci beaucoup et bravo pour tout ça et à très bientôt sur Mademoiselle. À bientôt. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.